Bonjour et bienvenue pour ce MangaCast numéro 45. Au sommaire de notre numéro, nous allons profiter du retour de Kobito du Japon pour discuter des reportages sur le pays et des publications qui peuvent en découler. Donc pour en parler, nous accueillons aujourd'hui Mathieu Pinon. Bonjour. Qui est journaliste et auteur donc de plusieurs ouvrages sur le sujet, dont Une année japonaise ou 108 étoiles du Japon, mais également tu as participé récemment donc au livre sur Ghibli. Exactement, le MOOC sur Ghibli publié par Animeland et Inis. Voilà, et je ne vais pas refaire une anecdote sur le fait qu'on dise Ghibli ou Ghibli parce que voilà, j'aime bien dire Ghibli comme il faudrait pas dire. Donc merci d'être là parmi nous et donc merci de m'avoir invité. Pour t'accompagner, nous avons donc Kobito qui part régulièrement au Japon. Non, je suis revenu, mais je pars pas si régulièrement. Deux fois par an. Faut pas exagérer. Ouais, t'as raison. Bah, tu sais, 2 fois par an. Je suis pas parti pendant 10 ans, faites pas chier. C'est donc régulier, si tu veux. Non, mais les gens me font leurs proches. Mais vous partez encore? Mais ça veut dire quoi, ça? Vous partez encore? Mais il faut que je parte à un moment donné, quand même. J'ai eu 10 ans sans vacances, je peux repartir. T'as raison. Et donc, quand tu es au Japon, tu en profites d'ailleurs pour nous faire des super reportages de photos, d'expos, etc. Et on est tous là, on veut être là-bas avec toi. Ouais, enfin bon. Ouais, super. C'est des photos, quoi. Le mec déjà blasé, quoi. Alors, c'est très très moche, je vais me présenter moi-même du coup. Donc, pour ma part, je prends la casquette de celle qui a aussi écrit des articles sur le Japon pour la presse par le passé. Auprès, donc moi, c'était FJM, je n'ai jamais publié dans Animeland malheureusement. Et nous avons également Cédéto et Monsieur Culot qui sont la prochaine relève. Ah non. Que l'on espère un jour Cédéto est déjà parti. envoyer. Cédéto est déjà allé au Japon. Exact, c'est juste moi le rookie dans l'histoire. Oui, mais Cédéto n'a pas encore écrit quelque chose un jour. Mais bon, et je ne pars pas régulièrement. On va te tacler là-dessus, Kobito. Et toi, Mathieu, est-ce que tu pars régulièrement au Japon? Est-ce qu'on peut dire que si j'y vais quasiment tous les ans, systématiquement à la même date, c'est régulier? Oui, c'est régulier. Oui, bah écoute. Ah donc vous partez aussi régulièrement. D'accord. Sale nantive. Scandaleux, exactement. Oui, mais bon, le métier appelle à... C'est ça. Depuis 2014, j'y vais systématiquement tous les ans à la fin du mois de mars pour le festival Anime Japan, donc qui était auparavant le Tokyo Anime Fair et qui permet d'avoir toutes les news, toutes les actualités sur la rentrée d'avril qui est vitale au Japon. Donc on y va chaque année avec le magazine Coyote pour récupérer les informations cruciales et du coup on en profite pour faire un petit peu la tournée des studios et des éditeurs, avoir des interviews avec les réalisateurs, les mangakas, des doubleurs et j'en passe. Ça, c'est quand même bien pratique. Moi personnellement... Désolée, mais quand on fait un enfant, c'est difficile de partir au bout d'un moment. Donc, mais j'ai hâte de l'emmener pour la première fois là-bas. C'est la solution, faut pas faire d'enfant. Écoute, ouais, mais quand tu l'emmènes après, tu vois, les gens japonais, ils sont super sympas avec toi. Il paraît. Ah, c'est des excuses, d'accord. Bon, si on entend mes sujets. Alors, donc, nous allons commencer par parler un petit peu de toi, Mathieu. D'accord. Parce que les gens ne te connaissent pas forcément. Et on voudrait savoir, donc tu es journaliste. Tu écris aussi bien sur le Japon que sur les mangas, puisque tu as fait également des titres, donc on parlait de Ghibli, mais on te doit aussi... Histoire du manga moderne, coécrit avec Laurent Lefebvre. Et la question qui s'impose, c'est quel a été ton parcours? Comment tu es en arrivé à écrire sur le Japon, les mangas? Alors, j'ai un parcours qui est assez particulier, au sens où j'ai eu une scolarité générale classique. Bonjour les jeunes, moi j'ai eu un bac C. Voilà. Donc là, vous pouvez aller chercher dans Wikipédia à quoi ça correspondait le bac C. Attends. Kobito, toi aussi, t'as eu un bac à lettres ou Ah, moi j'ai eu un bac à sable. Moi j'ai eu un bac L, c'est une lettre, mais c'est pas C quoi. Ouais. Le bac C, c'est l'équivalent du bac scientifique il y a à peu près quelques années. Voilà. J'aime bien cette politesse, t'as vu, quelques années. C'était fini. À l'époque, il y avait 2 bacs scientifiques, il y avait le bac C et le bac D. Le bac C étant plus maths physique et le bac D étant plus orienté vers la biologie. Pour simplifier. Et puis donc j'étais relativement bon élève, même très bon élève quand j'étais tout gamin. Je m'intéressais beaucoup aux dessins animés. Et en terminale, j'ai découvert que il y avait des mangas. J'ai découvert Video Girl Eye chez Tonkam. Le truc à 30 francs français. J'ai encore les tout premiers exemplaires. C'est quand on voit ce qu'on fait maintenant par rapport à l'époque. Non, ce n'était pas forcément mieux avant. J'ai découvert Animeland parce que moi je viens d'Angers, donc de la province angevine. Ben oui. C'est mon coin aussi. Ben voilà, 4-9 représente. Totalement. Et j'ai découvert Animeland. J'ai commencé à lire Animeland. Je suis parti à Strasbourg pour des études. Et à Strasbourg, il y avait l'avant-première mondiale de Perfect Blue à l'Étrange Festival.
Et donc j'ai proposé aux gens d'Animeland, comme je savais qu'ils n'avaient pas beaucoup de sous parce que c'était un tout jeune magazine ex-fanzine, je leur ai dit si jamais vous voulez venir à Strasbourg pour couvrir l'événement, je peux vous loger, ça vous évitera de faire l'hôtel. Et les mecs d'Animeland ont fait on est encore plus simple, on t'accrédite et tu le fais pour nous. Oui, effectivement, c'était simple. Ça, c'est du recrutement. Donc j'y suis allé, j'ai fait un article, j'ai passé 15 jours, 3 semaines, j'ai envoyé, la réponse du rédacteur en chef Yvon Restaurant à l'époque a été c'est nul, recommence. Normal. J'y ai passé, je crois, un samedi entier ensuite, et hop, ça a été bon, ça a été pris, c'est passé, et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à piger de plus en plus régulièrement pour Animeland. À côté de ça, professionnellement, je me suis tourné vers l'enseignement. Donc, quand on est professeur, on a des vacances. Alors, on n'a pas autant de vacances que les gens peuvent le croire, mais ça fait quand même un petit peu de temps libre pour pouvoir travailler en parallèle. Et puis au bout d'un moment, vu que l'enseignement ne me réussissait vraiment pas autant, j'ai tout lâché. J'ai eu la chance de gagner un petit peu d'argent via une source inopinée, puisque je fais quelques jeux télé de temps en temps pour m'amuser et parfois gagner du pognon. Et avec la somme que j'avais, je pouvais prendre un risque, à savoir tenter de partir au Japon et faire un bouquin par rapport à ça. J'avais de quoi le financer, mais si ça se plantait, c'était mort. Et donc j'ai tenté l'aventure, et c'est depuis donc 2013-2014 que je suis vraiment complètement à mon compte. Et donc ce livre-là, c'était lequel C'était Histoire du manga moderne. D'accord. Il a fallu passer par du crowdfunding, parce que donc j'ai pu financer toute la recherche, documentation à mes frais. Donc le voyage au Japon, c'est moi qui me le suis payé, les visites dans les musées, je me les suis payés. C'est très rigolo d'ailleurs, parce que des fois le staff du musée venait me parler pour savoir exactement ce que je voulais faire. Et quand ils comprenaient que je venais pour le boulot, ils me remboursaient mon billet d'entrée et j'allais voir une visite privée. C'était très très amusant. Au Japon. Le Japon. Et donc pour Histoire du manga moderne, j'avais financé mon voyage, mais par contre pour pouvoir le produire, l'éditer, l'éditeur que j'avais contacté, qui était le seul à avoir pas refusé, qui était Inis, m'avait demandé de passer par un financement participatif. Donc pour le premier, il y a eu un financement participatif, et ensuite, comme ça a bien fonctionné, avec Inis, je travaille maintenant comme auteur, il n'y a plus besoin de passer par le financement participatif, c'est le schéma classique. D'accord. Alors j'ai une toute petite question par rapport à ce parcours-là, parce qu'à l'époque, on a eu beaucoup de financements participatifs par rapport, il y a des éditeurs qui sont lancés là-dedans, etc. Et moi, la critique que j'avais à l'époque, c'était de dire, mais votre livre est déjà fini. Pourquoi vous faites un financement participatif maintenant, alors que j'ai l'impression que même s'il n'y avait pas eu, vous l'auriez sorti quand même. On aurait dit que c'était des précommandes. Toi, t'étais plutôt comment? T'avais tout travaillé, tout était fait au moment où tu as lancé le financement participatif? Alors, ou en fait, non, pas du tout. Il fallait justement ça pour savoir si tu y allais. Toute la documentation était là. Le financement participatif permettait vraiment concrètement de faire le bouquin. Également entre guillemets de payer les auteurs, parce que même si alors il y a un principe quand on est auteur qui est le principe du minimum garanti, c'est-à-dire qu'avec l'éditeur, quand on signe pour le livre, l'éditeur dit voilà, je te donne tant, quoi qu'il arrive, cette somme est acquise, elle est à toi. Ensuite on part sur le pourcentage de vente, enfin le pourcentage de droits d'auteur, donc pour tant, un exemplaire rapporte tant d'euros à l'auteur, on fait à droite. Si on franchit le seuil, tout ce qui est au-dessus, l'éditeur va le donner ensuite à l'auteur. Si on ne le franchit pas, c'est pas l'auteur qui va rembourser l'éditeur, c'est pour lui. Déjà cette somme-là, il fallait pouvoir l'avoir. D'accord. Donc c'est vraiment des choses comme ça. Le livre n'était pas prêt, enfin il y avait tout qui était en stock, on avait toute l'idée de maquette, mais il a fallu le rédiger, le maqueter. Comme il y avait le financement participatif, ça nous a permis même d'augmenter le nombre de pages par rapport au projet qu'on avait à la base. Donc c'est pas pour rien qu'on l'a fait. Ça a vraiment façonné complètement le bouquin. D'accord. Non, donc c'est vrai que c'était intéressant. J'ai un souvenir de ton financement participatif. Il me semble que je l'ai vu passer effectivement. Et à l'époque, vous montriez quelques pages déjà. Oui. Mais je crois pas que tu étais dans ma critique de vraiment de me dire mais c'est déjà fait. Et quand on voit les pages qui étaient présentées sur le site et quand on voit le résultat final, c'est complètement différent. D'accord. Parce qu'on a pu se payer une maquettiste compétente et qui a fait un boulot exceptionnel par rapport à ce que nous on était vaguement capables de faire. D'accord. Donc, pardon pour le petit ange qui passe. Pourquoi vous me regardez moi? C'est pas du tout parce que. Mais parce que car tu es angélique, tu sais bien. D'accord. Regarde. Donc c'est bien parce qu'aujourd'hui donc tu te considères comme journaliste. Alors attention, la question piège. Journaliste, carte de presse, est-ce que c'est forcément lié? Alors, on peut être journaliste sans avoir une carte de presse. On ne peut pas avoir de carte de presse sans être journaliste.
Quelle belle vérité. Il y a des conditions techniques. Alors c'est du genre, il faut qu'il y ait minimum 50% de ses revenus qui soient assurés par ce qu'on a fait comme publication journalistique pour pouvoir être considéré comme quelqu'un étant un journaliste. Et avoir le droit de prétendre à la carte de presse qui n'est pas systématiquement distribuée. Et par exemple, est-ce que les livres que tu sors, c'est considéré comme de la publication journalistique ? Non. Alors voilà, c'est plutôt les piges dans les magazines. C'est plutôt les piges dans les magazines, exactement. Et à l'heure actuelle, c'est pas forcément ça qui te permet d'avoir 50% de ton revenu. Ouais. Non, ça c'est clair. C'est la crise. Pour ce qui est des livres, c'est particulier parce que Inis, la maison d'édition, voulait faire ce qu'on appelle des MOOC. Donc MOOC, c'est la contraction de magazine et de book. C'est le cas de Ghibli, par exemple. Ghibli, ce n'est pas un artbook, c'est un MOOC. Je sens que tu as écouté ma dernière émission. Qu'est-ce que j'ai pu rire. Et donc le principe, c'est que ce soit plus élaboré qu'un magazine. Enfin, plus costaud, qu'on puisse le garder dans sa bibliothèque, mais plus fun qu'un livre, avec un peu plus d'images, du visuel, etc. Et il y avait un magazine qui s'appelle Japan Lifestyle, qui était dans la société qui édite Animeland, qui à la base se voulait majoritairement féminin et axé sur le Japon, donc parler de la culture japonaise sans systématiquement passer par la case manga, animé, jeux vidéo, etc., etc. Et moi, j'avais vraiment envie justement d'ouvrir le champ, de sortir de ça. Et donc, quand j'ai proposé le projet de 108 étoiles du Japon, la maison d'édition, parce que là, on va essayer de faire un MOOC pour pouvoir à la fois le vendre en librairie et en kiosque. Ah, d'accord. Voilà. Et l'idée, c'est d'hybrider pour multiplier les points de vente. Donc là, du coup, je sais pas s'il y a une législation spécifique sur le MOOC par rapport à la distinction entre livre et magazine est bien faite. Je ne sais pas comment ça serait considéré. Donc c'est un petit peu flou par rapport à ces cas bien particuliers. Mais du coup, je comprends mieux le format parce qu'il me donnait l'impression, des fois, surtout quand on voit les visuels, mais pour Ghibli, c'était pareil, quand je voyais les visuels sur Internet, je m'imaginais un format A5 ou un truc comme ça. Et quand on voit l'objet en vrai, on fait, tiens, c'est un peu plus grand. Mmh. Et pareil pour l'épaisseur qui me donnait une impression de, tiens, c'est un peu l'entre-deux, c'est pas un format habituel. Du coup, la réflexion MOOC me semble beaucoup plus logique d'un coup. Oui, c'est vrai que, pour le coup, ça rentre vraiment pile poil dans ce que tu décris. Alors moi, c'était l'inverse, hein, mais encore une fois, si vous écoutez la dernière émission du Mangacast où je parle un petit peu du MOOC de Ghibli, j'expliquais que moi, comme la couverture était magnifique, etc., je m'attendais plus à un côté artbook. Et quand on le voit et quand on voit surtout le contenu, on se rapproche tellement des New Type de l'époque, pour ceux qui ont connu le magazine japonais, où effectivement le graphisme et les images sont aussi importantes finalement que le texte. Et il y a encore un autre point à prendre en compte, c'est également la durée de vie de l'ouvrage. Au sens où un artbook, quand on l'aura, c'est bon, il est valable à vie. C'est les illustrations, peut-être qu'elles prennent un petit peu d'âge après par rapport aux évolutions technologiques, etc. Mais ça marque bien un instant. Les magazines comme ça, enfin les MOOC, pardon, comme ça, ils sont marqués par rapport à un instant. Le MOOC Ghibli, dans 10 ou 15 ans, il sera peut-être complètement caduque parce qu'il y aura eu d'autres productions qui seront arrivées en cours de route. Il y aura peut-être finalement eu une relève qu'on attend toujours pour reprendre les rênes. Donc on ne sait pas. C'est marqué par rapport à quelque chose de 2017. Déjà, moi, rien que le 108 étoiles du Japon, je l'ai écrit avant les Jeux. Il est sorti avant les Jeux Olympiques. Et il y a beaucoup de sportifs qui sont cités qui ont participé aux Jeux Olympiques. Donc ça, par exemple, c'est pas dans leur palmarès. Ce qui fait que même si on pourra les relire un peu plus tard, il y a quand même des informations qui sont valables ad vitam aeternam, qui sont quand même marquées par une époque. D'accord. Mais alors c'est drôle parce que je vais juste revenir sur ton parcours un petit instant. J'ai eu sensiblement le même. Alors oui, moi aussi j'ai fait un bac S. Et effectivement, l'opportunité d'écrire sur le Japon est venue après mes études parce que à l'époque FJM cherchait à se renouveler sur certains, voulait aussi faire quelque chose un peu comme Japan Lifestyle qui était alors qui n'existait pas à l'époque, qui était plus pour les filles et donc dedans on avait mis une chronique Japon. Moi j'avais écrit dans Otaku aussi et Manga Spirit, enfin bon, cette lignée-là de magazine. Et comment dirais-je, on avait je suis entrée facilement entre guillemets dans le métier, je suis restée plusieurs années dedans. Moi j'en suis sortie et
est-ce qu'aujourd'hui c'est aussi facile? Alors c'est vrai qu'on voit déjà les youtubeurs, les blogueurs, donc on a l'impression qu'aujourd'hui tout le monde veut faire de la création autour que ce soit les animés, les mangas, le Japon. Tout le monde se met à écrire, tout le monde se met à faire du contenu. Mais est-ce qu'aujourd'hui on pourrait encore, que ce soit dans les magazines ou autres, se dire tiens, tu vas pouvoir devenir journaliste spécialisé dans ce domaine-là? Est-ce que c'est aussi facile aujourd'hui? C'est vaste, c'est difficile comme question. Je peux te la resserrer. Non, mais c'est. On va dire, ceux qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent se dire, moi aussi, un jour, je voudrais faire ça? On va se mettre d'abord dans la peau de ceux qui écoutent, donc actuellement, qui peuvent avoir une quinzaine, vingtaine d'années, qui ont plein d'objectifs et de rêves. Déjà, il faut de la persévérance, voilà, parce que c'est difficile. Enfin, ça se fait pas comme ça. Il suffit pas de dire les personnages ils sont trop beaux, puis l'histoire elle est trop chouette. Il faut déjà réussir à comprendre pourquoi soi-même on apprécie telle série. C'est vraiment bon, ok, j'aime, d'accord, mais pourquoi? Parce que gna 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 gna. Ouais, et puis après chercher à voir un petit peu plus loin. Quelles sont les scènes qui m'ont particulièrement surpris, etc. Et surtout ne pas avoir peur, fouiller dans ce qui a été fait auparavant. Aujourd'hui, il y en a plein qui veulent parler des dessins animés qui sont contemporains, qui sont modernes, c'est chouette. Des tout nouveaux mangas qui sortent, c'est très chouette. Mais si t'as pas lu ce qui est sorti auparavant, qui sont les grands classiques, tu peux pas savoir si éventuellement c'est inspiré, voire repompé. Tu peux pas saisir les références, qu'elles soient graphiques, scénaristiques. Donc, il faut lire, faut regarder. Dit comme ça peut être du boulot, c'est aussi du plaisir, mais il faut vraiment déjà réussir à se faire une sacrée base. Ensuite, la chance que toute cette jeune génération a, c'est la multiplicité de formats sur lesquels elle peut s'exprimer. Il y a le podcast, il y a YouTube, on peut faire son blog, c'est très chouette. Maintenant, il faut réussir à savoir se démarquer, parce que si on fait ça tout seul, c'est difficile. Et si on veut faire ça avec plusieurs personnes, il faut avoir des compétences. Je sais à l'heure actuelle que tant chez Animeland que chez Coyote, on est preneur de pigistes. Il y a vraiment, c'est recherche désespérée de pigistes. Seulement, c'est pas facile à faire d'écrire. Faut faire un plan, faudrait savoir respecter un nombre de calibres, faut savoir garder la ligne éditoriale qui est demandée. Puis l'écriture sur un blog, c'est pas la même chose que l'écriture dans un magazine, et il y a des critères particuliers. On lit pas de la même façon un site qu'on lit un magazine. Donc, complètement. Et puis ne serait-ce que le simple calibre. Voilà, sur son blog, on peut écrire aussi longtemps qu'on veut. Là, on est limité par le nombre de pages, de caractères qui ont été fournis par le rédacteur en chef. Il y a ça à prendre en compte, vraiment. Et puis, la persévérance. Parce que y a plein qui disent c'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça va être cool, mais c'est pas Japan Expo, quoi. C'est vraiment du boulot. Et il faut savoir faire taire le fan au fond de soi. Je suis d'accord. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer des personnes pour qui j'ai le plus grand respect artistiquement parlant. Et non, je suis là pour les interviewer. Donc je fais le boulot. Seulement à la fin, après, en fonction de comment ça s'est passé, on peut voir. Mais dans ta tête, tu cours, les mains au-dessus de ta tête, sans c'est ça. Le fanboy au fond du cerveau, il est revenu. Partout. Il te fait les triples loots. Pour nous qui interviewons essentiellement à Japan Expo, c'est vrai qu'on a eu plusieurs auteurs, Kobito un petit peu plus en dehors, mais on a eu moi aussi, quand j'ai eu des auteurs, je crois, ma première interview d'artiste japonais, c'est toujours d'ailleurs ma mangaka favorite, c'était l'auteur de Vampire Miyu. Et quand elle est venue en 99 à 99 de Brest, comment vous dire que j'avais un fanzine à son nom, j'étais cosplayer en Miyu, j'avais la totale, et j'ai dû rester hyper stoïque à l'époque pour faire mon truc, mon job. Mais bon, t'arrives cosplayer déjà, oui. Bon, alors comment vous expliquer la situation? Pas très neutre. mais effectivement, les gens qui sont passionnés, alors ils feront un bon boulot. Je veux dire, dans le sens où, bien sûr que vaut mieux quelqu'un qui soit passionné, qui parle de manga, plutôt que le professionnel qui n'est pas spécialement fan et qui c'est juste son travail. On sent quand même une nette différence. Là où pourquoi je te posais la question sur est-ce que c'est facile aujourd'hui, c'est parce que c'est vrai que nous, ça a été des opportunités, mais c'était des opportunités à une époque où on était très peu nombreux, et effectivement, il n'y avait pas de support autre que le fanzina et les magazines presse, Internet n'existant pas, ce qui fait que les opportunités étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui, et on pouvait vraiment se spécialiser et s'améliorer assez rapidement.
Moi, j'ai vraiment commencé j'ai commencé toute petite pigiste et puis j'ai fini rédac chef d'un truc et ça s'est fait parce que j'ai bossé, j'ai vraiment retravaillé tous mes articles pendant des mois et des mois, enfin sérieusement. Alors c'est drôle parce qu'aujourd'hui, par contre, moi qui n'écris plus que sur Internet, je ne retrouve plus ce que je suis capable de faire en termes d'écriture. Je sais pas si toi tu écris, est-ce que tu écris sur on va dire, plus facilement sur d'autres supports ou tu te concentres uniquement sur du papier? J'écris sur d'autres supports. Je fais en sorte de varier. Par exemple, j'écris pour le magazine AR, qui est un magazine sur les voyages, et je leur fais une page régulièrement, qui a rien à voir avec les mangas, qui a rien à voir avec l'animation, qui a rien à voir avec rien, puisque je leur fais l'horoscope. Et c'est vraiment, et je me marre. Hein, le but du jeu, c'est de faire un horoscope débile et rigolo. Hein, tout le monde, personne n'est dupe. Mais c'est un petit exercice de style, puisque là, il faut que je fasse quasiment des textes qui doivent pas dépasser 2 tweets en longueur. Pour chaque signe, c'est 280 signes. Enfin, pour chaque signe zodiacal, c'est 280 signes typographiques maximum. J'écris pour Internet, j'écris pour animeland.com, j'ai des news régulières dans diverses catégories où justement je suis pas limité en taille, même si on me demande généralement de faire plus court parce que je tendance à souvent un petit peu trop m'épandre. Et pour revenir vraiment à la question de tout à l'heure pour les jeunes, il faut de la rigueur aussi, vraiment de la rigueur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on réussit à s'installer petit à petit, toujours être présent, rendre ses articles à temps, systématiquement, parce que ça, c'est pas possible. Quelqu'un qui rend ses articles à temps et qui écrit pas forcément, qui a pas un style magnifique, sera toujours privilégié à une belle plume, mais qui n'en a rien à foutre. Qui rentre toujours trop tard. Voilà. Parce que derrière, il y a des magazines qu'il faut sortir, faut toujours penser au lecteur. Toujours penser au lecteur du magazine, hein, s'entend bien. Toujours se mettre à la place, moi, c'est ce que je fais, je me mets toujours à la place de celui qui va claquer 7 € dans Animeland ou dans Coyote. C'est le prix d'un manga, quasiment. Donc, il y a toujours ça qu'à prendre en compte. Pensez au maquettiste qui va devoir bosser à la dernière minute pour rentrer le texte. Voilà, moi quand j'ai commencé, j'envoyais des fichiers, je me souviens très bien, j'ai envoyé des fichiers .doc, on m'a demandé de les envoyer en .rtf parce que c'était plus pratique pour les Mac. Et puis après, je suis venu à la rédaction, j'ai vu comment ça fonctionnait, c'est toute une chaîne. Voir aussi au-delà de rédiger. L'écriture c'est bien, mais c'est une phase dans la production d'un article ou d'un livre, et pensez à ceux qui sont en amont et ceux qui sont en aval. Et enfin, le milieu du journalisme, on n'était pas beaucoup au début, on n'est toujours pas forcément super nombreux. Il y en a plein qui font ça en franc-tireur parce que ça les amuse, ils sont à Japan Expo entre copains, ils ont une caméra, on va faire un reportage. Ça pète pas plus haut que ça et jamais ils se prétendront journalistes. Mais le petit sérail est pas très nombreux et on est toujours content quand il y a des petits jeunes qui arrivent. Ça se voit systématiquement, que ce soit pendant les événements comme Japan Expo dans la salle presse ou que ce soit dans les soirées des éditeurs. Il y en a qu'on peut voir au début, puis au bout de 3-4 fois qu'on finit par voir leur tête, on fait quand même, qui es-tu? Puis on discute et dans 99% des cas, on est venu là par passion. Donc on a déjà au moins ce point commun-là. Ce point commun qui fait que, allez, on devrait bien s'entendre. Alors on va un peu parler justement des éditions Inis, puisque tu parlais de ceux qui étaient avant et après un peu le travail de reportage. Alors juste avant, dans les petits nouveaux, il y en a un petit nouveau là qui est chez Animeland. Alors je sais pas si c'est nouveau, qui est sur Twitter, qui s'appelle Meloku et qui écrit divinement bien. Je vous invite à aller lire un peu ses articles parce que j'avoue que dans la veine où je me dis putain, il y a des gens qui sont capables d'écrire comme ça. Moi à chaque fois je me dis bon on va revoir un peu le niveau de mon exigence. Ah oui, il faut jamais se reposer, toujours se dire qu'on peut faire mieux. Et un autre truc, alors ça par contre. Maintenant que moi je suis à mon compte et que c'est vraiment mon gagne-pain, écrire tous les jours, hein, c'est comme les gammes d'un pianiste. Alors il y a des fois, si je fais pas mes 3000 signes par jour minimum, je suis pas content. Alors ça peut être pour tout et pour n'importe quoi, puis il y a des fois même, je fais 3000 signes pour un bouquin qui me serviront jamais parce que c'est de la merde. Mais je les aurais fait. Je me suis forcé à faire les 3000 signes sur la journée parce qu'il faut les tomber, Alors, il y a des jours on est inspiré, on en fait 12 000, c'est divin. D'autres jours on en fait 3 000 qui sont pourris, qui serviront jamais. Mais
Ah, tu peux faire 12 000 signes de merde aussi. C'est plus rare généralement. Ouais, mais tu te sens inspiré, tu t'es dit, je vais vraiment écrire de la merde. Ouais, donc vraiment, généralement, quand tu fais de la merde, toi-même tu t'en rends compte, t'es pas. Tu le sais, moi je suis capable d'écrire 2 pages et à la fin de me dire bon, on est fois on recommence, hein, voilà. Donc on va parler des éditions Inis un petit peu aux éditeurs pour qu'ils connaissent. Alors, est-ce que tu peux les présenter un petit peu et nous parler. Alors tu as parlé un peu de la collaboration, mais donc pourquoi les éditions Inis. Alors je pense que le commun des mortels, à part tes livres, ne connaissent pas bien qui c'est qui. Alors, quoi. Les éditions Inis ont été fondées et sont dirigées par une personne dont, quand on dit le nom, tout le monde fait ah, encore lui. Alors ça commence par un C. Ah mince. Et ça finit par Édric Littardi. Encore lui. Encore. Qu'est-ce que je vous disais. Donc Cédric Littardi, fondateur de Kazé, puis de All the Animé ou At Animé, patron et fondateur du dernier bar avant la fin du monde, enfin il y a des billes partout. Il est passionné par toutes les cultures de l'imaginaire et donc il avait certes de quoi une société pour imprimer des magazines, mais il voulait également pouvoir publier des livres. Donc ça peut être des petits livres jeux pour enfants, format avant pour enfants, mais avec une application smartphone qui vont faire voyager une fusée, des choses comme ça. Puis il voulait également s'ouvrir vers le Japon, mais sans forcément systématiquement être dans le manga et l'animé. Quand j'ai démarché les éditeurs par rapport à mon projet d'histoire du manga moderne, il n'y a que Cédric Littardi qui a dit pourquoi pas, là où tous les autres avaient dit non. Donc ça au moins c'est vrai qu'on peut lui reconnaître qu'il multiplie les sujets, les supports, les opportunités, enfin... qui ne tente rien n'a rien, et ben lui, il tente beaucoup. Il réussit pas toujours, mais il tente beaucoup. et puis voilà, avec l'histoire du manga moderne, c'est très très bien passé. Là, il y a un guide sur les compositeurs de musique de film qui sort prochainement chez Inis. Donc, ça touche vraiment à toute la culture de l'imaginaire. Mais par des passionnés qui vont vraiment aller dans le détail. Est-ce que ça répondait à la question ? Oui. Ça répond très bien à la question. Je pense qu'à partir du moment où tu nous sors quelques noms, on se dit ah mais oui, ça va. Du coup, on remet un petit peu mieux dans le contexte et un peu ce qu'ils font et comment ils le voient. Mais alors du coup, ils voulaient des sujets sur le Japon. C'est toi qui as proposé de faire 108 étoiles ou oui, pour l'instant, jusqu'ici, tous les sujets, c'est tes propositions. Donc, histoire du manga moderne, qui me tenait à cœur. 108 étoiles, je l'ai proposé peu de temps après. Ça a été assez difficile au début. Il y a eu une petite incompréhension. Et puis, le moment où, vraiment, on peut se différencier un petit peu de tout ce qui sort habituellement sur le Japon. Ça apporte quelque chose de différent. Je pars toujours sur le principe que les personnes, quand elles partiront au Japon, si elles ont mon livre avec elles, ça peut servir. Voilà, parce qu'il y a les images, parce qu'il y a les hiragana ou les kanji. Et donc, on est parti sur cette optique-là, sur 108 étoiles. Ça a pas mal marché. Et l'année japonaise, je l'ai proposé très peu de temps après. Et là, par contre, ça a été pris tout de suite. Voilà. Justement, on entend que t'as fait un travail de recherche, on va dire de journaliste, comme il se doit. Voilà. Justement, est-ce que tu trouves pas qu'en ce moment, il y a justement en tout cas cette envie trop subite de sortir des bouquins sur le Japon et que des fois c'est vraiment fait à la va-vite, bâclé. Qu'est-ce que dans ton esprit à toi, tu t'es dit quand tu as commencé à écrire ces bouquins-là en disant il faut que ça soit le plus complet ou c'est juste pour le cash, est-ce que tu t'es senti l'envie de t'investir assez pour faire des recherches approfondies, des explications assez complètes vis-à-vis des autres publications qui des fois sont juste des faux articles pour moi, genre tiens, le Japon c'est trop cool, il y a des chats. Donc voilà. Les 108 étoiles et une année au Japon même maintenant, mais 108 étoiles, vraiment, je me souviendrai toujours le moment où j'ai eu l'idée. C'était dans le RERB en rentrant de Japan Expo. Tu vois que tu avais du temps en fait. C'était en 2014. On était dans le RER de retour. J'étais avec Laurent Koffel, le directeur de publication de Coyote, avec qui j'étais au Japon donc en avril. Et on discutait avec le rédacteur en chef, qui lui n'était pas avec nous, des diverses aventures qui avaient pu nous arriver pendant le voyage. Et là, devant nous, il y a un petit gars qui s'est retourné, qui a fait « Oh, vous êtes allé au Japon, la chance !» Et
il était cosplayé en Naruto. Il avait le sac à jambon Kiyun qu'on a pendant le Japan Expo. Ahmed, si tu nous entends. Oui, c'est ça, un cœur sur toi. Qui était rempli. Il y avait une figurine, je veux même pas savoir le prix de la figurine, des mangas, Il avait encore le pass VIP. Moi j'appelle ça le pass Pokémon parce qu'il y a or, argent, perles. D'accord, ok, d'accord. Donc il avait son pass Pokémon encore. Et je me suis dit, bon, allez, à supposer qu'en plus le mec il vienne de Clermont-Ferrand. Pourquoi Clermont, je sais pas. Ça voulait dire qu'il avait son hôtel qu'il avait dû prendre pendant le... Donc, il avait 4 nuits d'hôtel, plus le pass premium, plus je sais pas combien d'euros qu'il avait pu claquer, plus son cosplay Naruto, que même s'il l'avait acheté, à supposer, il l'avait acheté, la somme... Il avait sur lui de quoi se payer un aller-retour au Japon. Il ne le savait pas. Voilà. Quelle chance. Et donc, après, tu fais, bah écoute, la même somme, ça peut représenter avec grosso modo une semaine au Japon. Donc tu te prives 2 fois de Japan Expo, donc de 3-4 jours, de Japan Expo pour avoir 8 jours au Japon, mais tous les 2 ans. Alors, et déjà j'ai potassé, alors pourquoi ? Parce qu'en fait ils vont te faire la chance tu l'as aussi, il suffit juste de savoir où tu investis. J'ai fait pourquoi est-ce qu'il ne devrait pas y aller ? Peut-être parce qu'il a peur, peut-être parce que le Japon dont il rêve c'est le Japon qui est dans le Japan Expo, mais que le vrai Japon il va pas le connaître. Qu'est-ce que je peux faire comment je peux faire pour qu'il ait envie de connaître le vrai Japon ? Par quoi est-ce que je peux passer ? Donc la pop culture, etc. Il y avait ça, et puis surtout également à Japan Expo j'ai pensé aux parents. Les parents qu'on voit abandonnés contre les palissades, en train d'attendre, de feuilleter éventuellement un manga que leur gamin a acheté parce que lui est parti acheter les mêmes des concerts de Justin Bieber. Voilà, courageux. Ceux-là, ceux qui sont en train de faire la queue pour acheter les takoyaki pendant que Fiston il attend d'avoir une dédicace du jour du grenier. Et qui en fait, le Japon, ils ont envie de le connaître. Mais ils en ont rien à foutre des mangas, des dessins animés, parce que ça leur parle pas. Puis c'est quoi la seule autre branche qu'on a pour parler du Japon à l'heure actuelle en France ? Les sushis, les kimonos, l'art du thé, enfin tout ce qu'il y a au moins 3 siècles. Et il y en a qui veulent connaître le Japon contemporain sans passer par le Japon traditionnel, ni passer forcément par... Du coup, l'idée de 108 étoiles du Japon est arrivée toute seule. Voilà. Qu'est-ce qu'on a en commun avec... Si un Japonais qui vit en France, qu'on lui montre la gueule de Jean-Pierre Foucault, il va pas du tout savoir qui c'est. Et ben si moi je montre la gueule du Jean-Pierre Foucault japonais à quelqu'un qui vient à Japan Expo, est-ce qu'il va le reconnaître ? Je crois pas. Je pense pas, non. Voilà. Sacrée soirée quand même. Oui. Et donc c'est vraiment ça. Et la majorité des Japonais qui prennent le bouquin l'adorent parce que ils disent personne au Japon n'aurait pensé à faire ça. Et pour le coup, on retrouve exactement la même dynamique avec une année japonaise qui cette fois est sur les saisons, où tu vas parler des événements qu'il va y avoir à chaque saison, des choses habituelles que les Japonais voient, puisque encore une fois le Japon est très saisonnier. C'est vraiment marqué. Ils adorent les rendez-vous réguliers. C'est ça. Moi j'adore ça aussi. Alors attends, justement, toi tu y vas à une période donnée. Oui. Comment t'as fait pour les saisons ? Eh bien, explique-nous ton secret. Eh bien, mon secret, c'est que tu n'y es pas resté un an. Je n'y ai pas vécu un an, je ne suis jamais resté un an en tout. Je n'ai connu le Japon qu'au printemps et en été. Ah, t'es courageux en été, franchement. Ah ouais. Mec, je te respecte, tu peux pas savoir là. Mais du coup, j'ai des connaissances au Japon, j'ai des amis français expatriés, j'ai des amis natifs du Japon, et quand j'y vais au moins une fois par an, chaque fois, quand je les vois, généralement, j'ai mon petit brouillon, mes petits classeurs Excel que j'ai imprimés, et je leur pose des questions, et ils me répondent, et puis ils me fournissent des informations, et puis au fur et à mesure, j'engrange, et après, je trie, et je fais le boulot de journaliste et d'auteur. J'essaie de retransmettre les informations de manière claire et simple au lecteur. Et moi j'y vais en automne, c'est vachement bien. Ah mais je rêve d'y aller en automne ou en hiver, un jour viendra certainement. Ça c'est catastrophique parce que le Japon, si tu veux vraiment, enfin toutes les saisons ont l'air super géniales, il y a plein de choses à voir. Même la saison des pluies. C'est surtout l'été. L'été il fait chaud. Ouais, t'appelles ça chaud. Dantesque était pas trop un sauna en permanence. À 40 degrés à l'ombre. C'est mon premier voyage au Japon, c'était en 2007. Je suis allé à Osaka et je suis parti d'Osaka le jour même où commençaient les championnats du monde d'athlétisme en 2007. Et il y avait le marathon, donc et la veille au soir à la télévision, on voyait donc 2 petites japonaises, toutes gentilles, toutes choupies, avec une station météo, et qui étaient allées tourner à l'heure précise
du départ du marathon, 24 heures plus tôt. Donc, à 8 heures, vous voyez, il est 8 heures. Hop, il est 8 heures du matin, la température actuelle est de 27 degrés et l'humidité est de 75%. Ensuite, à 9h30, les marathoniens passeront devant cet endroit. Il est 9h30, il fera 32 degrés avec une... Et c'était mort de rire. Tout... Oh là 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 là. Oui, et donc oui, effectivement, quand je vous dis 9h30, 32 degrés, je n'exagère pas. Hein, il fait plus de 30 degrés à 9h du matin. C'est pour de vrai. Et le taux d'humidité était juste effarant. En fait, parce que les gens se rendent pas compte, parce qu'en France on n'a pas ça, mais le taux d'humidité au Japon, de tout soin d'eau, enfin, c'est... Je peux donner un approximatif. En avril, Kyoto, 90% d'humidité. Voilà. Fais-toi plaisir. Voilà. Si tu as des problèmes respiratoires, tu vas pas à Kyoto à cette période-là. Enfin, t'évites parce que c'est une cuvette et tu meurs. Voilà. Après, c'est pas systématique tous les jours, tout le temps. Non, mais il y a des périodes bien marquées. Il faut justement, tu dis en avril, je vais y aller parce que c'est bien. Et puis tu t'aperçois qu'en fait, si tu es réceptif à ça, c'est pas bien du tout. Quand t'as double vitre qui suinte de l'eau, tu fais c'est pas normal. Tu dis c'est même le dry de la clim, il régule pas ça quoi. Le truc a des gueules de flotte la vitre. Et les jours humides. Enfin, j'avais l'impression de respirer de l'air épais, un peu. C'est ça. La purée, t'as l'impression de vivre. C'est pour ça que le Japon, c'est bien d'expliquer aux gens, en dehors de tout ce que tu leur as expliqué, ces petits détails techniques qui pourraient leur servir. Des gens découvrent, en plus pour des gens qui ont une santé assez fragile, le savoir en amont, ça peut leur sauver la vie. Oui, voilà. Je peux en témoigner. Donc voilà. Je confirme. Et juste parce que j'ai pas complètement répondu à ta question tout à l'heure, avec 108 étoiles et une année japonaise, moi j'ai pris un double plaisir. Le premier plaisir, c'est que je parle de choses qui m'intéressent. Enfin, à force d'aller au Japon, j'y suis arrivé par le manga et par l'animation, mais à force d'y aller, tu te rends compte que le manga et l'animation, c'est une facette que tout le monde connaît, c'est un truc qui est au quotidien, et au bout d'un moment, ça ne te surprend même plus. Tu deviens un vieux con blasé. Par contre, il y a tellement d'autres choses qui sont fascinantes au Japon que tu les découvres et tu as envie d'en parler. Mais comme je découvre que j'ai pas 15 voire 20 ans de bouteille par rapport à elle, contrairement au manga et à l'animé, ça me force à faire un boulot de journaliste, à chercher des informations que j'ai pas. Et ça, c'est très très agréable. Et la deuxième chose qui est vraiment agréable, c'est de parler viser un public qui ne soit pas un public de fans. Parce que, alors là, je vais peut-être me faire des ennemis qui vont me jeter des cailloux. Mais donc, il y en a beaucoup qui ne se cassent pas la binette. Ils font un bouquin, à partir du moment où il y a marqué Japon dessus. Ça part. Il y a toute une catégorie de public qui va venir, qui va l'acheter juste parce qu'il y a marqué Japon dessus. Donc, moi, il y a 108 étoiles du Japon. Il y a une année japonaise. Je sais que ce public qui va l'achètera spontanément, mais je sais aussi quelque part au fond de moi qu'il sera pas déçu parce que il y a de l'info, quoi. Il y a des trucs qu'ils connaissent pas. Et, je pense que les gens qui sont intéressés pour le tourisme, et je me fous pas de une année japonaise pour le tourisme est parfait. Et toutes ces personnes-là auxquelles on pense jamais, parce que quand on se dit tiens, je vais faire un bouquin, il y a marqué Japon, on pense uniquement aux otaku qui viennent acheter du manga, de la Japanese, du jeu vidéo. On va pas plus loin. Moi, je cherchais à penser à cela. Oui. Il y a le tourisme, il y a le boulot, il y a. Moi, je le vis à quasiment pas tous les jours, mais très rapidement. C'est-à-dire que les parents qui viennent ici avec leurs gamins. Quand je dis gamin, mais bon, c'est bien le Japon et tout, on aimerait bien y aller. Quand vous pouvez nous donner des tips, je peux vous en donner, bien sûr. Et puis il y a ou tes bouquins, je leur dis il y a aussi ça pour vous donner un gros aperçu de ce que vous allez y trouver. Donc c'est c'est pour ça, je pense que effectivement quand on avait voyagé là-bas et qu'on n'est pas complètement non plus la référence, qu'on on a appris des trucs qu'on veut redonner aux gens parce que pour leur éviter les galères ou justement de maximiser leur séjour. Et puis surtout, on est arrivé à une époque où je critique absolument pas le guide du routard. Ah non, moi non plus. C'est vraiment pas. Ça reste une référence. C'est celui que j'achète à chaque fois. Ni Lonely Planet d'ailleurs. Oui, voilà. Il y a le guide du routard, il y a Lonely Planet, qui apporte 2-3 références. Mais maintenant, on est à l'époque des TripAdvisor, du connecté, etc. Et j'ai pas la prétention d'être aussi compétent que les guides de tourisme, donc j'allais certainement pas en faire un. Mais au contraire, je voulais chercher des trucs qui soient différents pour les personnes qui vont aller au Japon. Forcément, elles vont s'acheter un guide du routard, elles vont s'acheter un Lonely Planet. Elles le feront toujours. Mais on peut filer quelque chose qui permette d'avoir, qui soit différent et vraiment
j'ai eu des retours de lecteurs de 108 étoiles qui m'ont expliqué que quand ils sont allés au Japon, effectivement, ils ont montré le bouquin, ils ont montré 2-3 photos, il y a une personne qui a commencé à chanter une chanson de je sais plus quel artiste, et le patron a payé un verre juste parce que le français qui était là avait un livre avec une photo de Momoe Yamaguchi à l'intérieur, en mode what the fuck. Tout va bien. Mais voilà. Je suis d'accord, parce que c'est vrai que les gens qui partent au Japon, moi la première, au début j'achetais systématiquement le guide du routard. En voyant en voyant une année japonaise, je pense que ça aurait été plus utile que je prenne ça plutôt que le guide du routard, qui aujourd'hui, c'est vrai, est désuet, c'est-à-dire que j'ai l'impression d'acheter l'almanach avant, que j'achetais pour le ciné. Quand on voulait aller au cinéma, on achetait un vieil almanach qui doit exister encore d'ailleurs, où il y avait les horaires, les résumés et tout ça, parce qu'on n'avait pas YouTube, puisqu'il y avait Internet encore une fois, donc on n'avait pas les résumés des films, etc. Donc on achetait ça. Et le guide du routard aujourd'hui, il paraît un peu comme ça. C'est beaucoup de texte, très peu de photos, et faut piocher les infos, c'est plein d'infos balancées, et c'est vrai qu'on a, je sais pas, ça manque de photos, ça manque d'intérêt général. La dernière fois que je suis partie au Japon, finalement, je l'ai très peu utilisé, et je m'étais dit, non, il me manque quelque chose de plus, on est plus habitué maintenant à avoir des maquettes, tu vois, qui sont plus aérées, qui te pointent vraiment, faut faire ci, faut faire ça un petit peu. Et je trouvais que vraiment là, pour le côté photographie, le tien remplissait vraiment ce rôle-là. Et d'ailleurs, une petite question qui est un peu liée. Est-ce que tu parles japonais ? Je fais très très bien semblant. C'est quoi semblant ? Parce que du coup, les gens pourraient se poser la question, mais alors au fait, est-ce que c'est utile ? Est-ce que c'est nécessaire ? C'est quoi le niveau ? Mon japonais, j'ai eu... quand j'étais étudiant, donc à Strasbourg, j'étais en école d'ingénieur à l'époque, et on a pu avoir une formation en japonais, et les cours, on les avait le samedi matin, de 9h à 12h. Le cours des courageux. Sachant que les soirées étudiantes étaient le vendredi soir. Bien sûr. Et la première année, donc on a appris vraiment la base de la base, les hiragana, katakana. La prof qu'on avait, on avait un livre de référence et on faisait 2 leçons du livre en 3 cours. Ouf, c'est long. Et l'année suivante, donc le passage à l'année supérieure, là on avait une prof qui nous faisait 3 leçons du livre en 2 cours. Donc le rythme était beaucoup plus soutenu, et avec les soirées étudiantes, on a fini par lâcher l'affaire. Donc j'ai juste une pauvre année d'apprentissage des kanas. Après, j'ai pris un bouquin, Japanese for Busy People, que je vous conseille fortement, les cours sur YouTube, et puis le fait d'y aller chaque année. Et quand on est au Japon, on n'a pas le choix, hein. Il y a même la NHK qui fait des cours. Oui, c'est sympa, des cours audio. C'est très très bien. Ouais, ils sont pas mal. Et toi qui voyais de la punchline, je pense que si les Français et les Japonais, là je suis très très sérieux, je pense que si les Français et les Japonais s'entendent aussi bien, parce que nous partageons tous les deux, nos 2 populations partagent l'amour immodéré de la bouffe et une haine farouche envers la langue anglaise. Il y a que les Japonais qui parlent encore plus mal anglais que nous sur cette terre, quoi. C'est catastrophique. Donc si tu parles pas japonais au Japon, c'est le caca. Donc t'apprends je parle très bien anglais. Donc tu apprends les trucs tout bêtes, de quelle heure, à quelle heure part le train, est-ce que je pourrais avoir 3 pommes s'il vous plaît, super basique, plus toutes les formulations de politesse quand on rencontre les Japonais. Donc au début, quand je les rencontre, il n'y a pas de problème, hajime matichite, yoshiko negaishimasu, 2 bières s'il vous plaît. Voilà, ça passe super bien. Ça oui, Bilu Futatsu Bilu Futatsu. Ça, tu peux pas faire autrement. Tu sais, je te parlais du boulot, comme quoi. Mais très très vite, les interlocuteurs en face ont bien conscience qu'il faut qu'il y ait un interprète pour pouvoir se comprendre et poser des questions complexes. Je suis même pas capable d'avoir une conversation particulièrement développée dans un bar. Ça peut se faire, hein, mais ça ira jamais très 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 loin. D'accord. Non, mais c'est intéressant de savoir que donc on peut se spécialiser, on peut faire des publications sans forcément maîtriser à un très haut niveau la langue. Maintenant, t'es comme moi ou comme beaucoup autour de cette table, on a les gros basiques et on sait effectivement lancer l'amorce. Peut-être pas faire la conversation soutenue intégrale, mais par contre lire, je suis désolée, mais lire pour moi c'est important. Enfin, dans le sens où quand t'es au Japon, c'est un peu difficile si tu sais pas lire. C'est obligatoire. C'est au moins les hiragana, katakana, parce que sinon tu c'est obligatoire. Et alors, si vous voulez vous entraîner, je ne saurais trop vous conseiller de faire du karaoké. C'est tout bête dit comme ça, mais vraiment, hein, parce que faut lire vite.
Oui, Donc faut reconnaître vite les symboles et puis du coup les mots qu'on voit souvent revenir, on finit par très très vite les chansons pour enfants, il y a des hiragana aussi. Et quand tu restes très longtemps au Japon, tu regardes la télé et tu mets des sous-titres pour sourds et malentendants et ta vie a changé. Ah ben on n'apprend jamais mieux que quand on est complètement immergé. Ah mais c'est totalement. Par rapport justement à ta publication, là tu viens de sortir donc une année japonaise, ça fait quand même un petit. Là, ça fait un mois. Ah, ça fait qu'un mois. Il sortait le 4 avril, un mois et demi, tu vois. J'allais dire que c'était un peu plus. Est-ce que tu es déjà reparti sur un autre sujet ? Est-ce que ça va être tu continues avec les éditions Unis ? Alors, je suis sur un autre projet avec les éditions Unis. Vas-y. Alors, je peux pas trop en parler à l'heure actuelle. Non, mais dis ce que tu peux. Rien. Non. Ce que je peux en dire. Est-ce qu'il y a le mot Japon dans le titre ? Il y aura. Oui, il y aura. Ce que je peux en dire, c'est que déjà, ça sera pas au format 108 étoiles ou l'année japonaise. On va revenir au format beau livre, comme Histoire du manga moderne. Ça y est, j'ai le sujet. Donc, le Japon et son houblon. Du coup, qui contrairement au MOOC, lui, est destiné à être vraiment un beau livre qui dure dans la bibliothèque. Je le coécris à nouveau parce que c'est quelque chose qui est relativement lourd. Le truc qu'il y a, c'est que en périphérie de ce livre, il y a 2-3 choses qui sont en train de se mettre en place, qui n'étaient pas prévues à l'origine, qui vont faire qu'on doit le repousser un petit peu parce que ça peut être très très beau comme opportunité. Donc c'est encore très 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 flou. Enfin, c'est pas flou du tout. Nous on sait ce qu'on fait, mais on peut pas trop en parler. D'accord. Et j'ai une autre idée en tête qui est en train de germer depuis plusieurs semaines. J'attends encore un petit peu avant d'en parler avec mon éditeur parce que j'aimerais bien prendre un petit peu des vacances parce que là dernièrement j'ai pas arrêté entre la version remise à jour de l'histoire du manga moderne, enfin entre 108 étoiles, la version remise à jour d'histoire du manga moderne et une année japonaise, j'ai pas beaucoup soufflé. J'avoue que Est-ce qu'on a le droit de parler de Harry alors On peut parler de Harry, oui, j'ai gagné plein de voyages avec Harry, du coup j'aimerais bien pouvoir en profiter un petit C'est peu. vrai. Ah bah oui. Dis aux auditeurs, c'est quoi voilà, on va faire une toute petite parenthèse sur Harry, parce que c'est difficile de t'avoir comme invité, de ne pas parler de tes 34 participations au jeu Harry, qui est sur... qui est un jeu télévisé qui passe juste après des chiffres et des lettres sur France 3, donc vous voyez bien la catégorie. Et un petit peu avant Question pour un champion, bien dans le... Et je me suis amusé à participer à ce jeu et j'étais relativement bon, j'ai gagné pas mal de fois, donc je me suis fait un petit peu d'argent et surtout j'ai gagné des lots en nature comme des voyages et donc j'aimerais pouvoir en profiter un petit peu pendant mon deuxième semestre. Tu nous réveilles, il y avait le Japon dans les voyages. Il n'y avait pas le Japon. C'est dommage. T'es tellement passé que ma mère me dit il y a Mathieu. Je suis ouais d'accord, ok, c'est lequel? Ah lui. Ah bah oui, je le connais lui. Mais j'ai notamment par exemple une croisière d'une semaine sur le fleuve Sénégal. Moi qui ne suis jamais allé en Amérique du Sud, je vais pouvoir me régaler. Oui, je suis très très nul en géographie. Mais donc voilà. Et donc tu as envie de vacances, oui, pour pouvoir en profiter un petit peu quand même. Tu te vois publier autre chose que le Japon? Autre pays, autre sujet. Une fois qu'il aura fait une semaine sur la croisière. Ça. Non, mais est-ce qu'un journaliste est capable de se passionner pour un sujet et de changer, de se dire tiens, c'est même le principe d'un bon journaliste à la base. Hein. Même moi, je suis journaliste spécialisé au sens où s'il a maintenant comme ça de but en blanc me demandait de faire un truc sur la filmographie de Godard, je serais bien embêté. Mais en même temps, la filmographie de Godard, ça peut encore se faire sur l'élevage des blondes d'Aquitaine dans la région angevine. C'est déjà plus difficile, mais quand on veut, on peut. Par contre, ça prendrait beaucoup plus de temps. Et à l'heure actuelle, j'ai un sujet qui est très très riche. C'est une mine, quoi. Le Japon, il y a toujours plein de choses dont on veut parler. Et comme je peux aller assez vite par rapport à ce que je connais déjà sur le pays et tout ce qu'il peut offrir, j'ai plein d'idées que je veux développer. Donc pour l'instant, je m'en lasse pas. Peut-être qu'un jour, je pourrais très bien faire un truc sur du dessin animé français, sur de la bande dessinée franco-belge, parce qu'il y a une opportunité qui se présente et ça me plairait tout autant. Mais là, à l'heure actuelle, ça me plaît. Donc pourquoi m'arrêter? Il y a tellement de sujets sur le Japon qui pourraient être abordés pour même en faire un livre, mais dans l'idée, tu trouves que pour l'instant c'est une mine qui est inexploitée, on a juste gratté l'entrée et puis sur on a encore plein de choses. Français, oui, parce que bon là sur des gens connus, sur des endroits, enfin sur la culture. Après on peut faire sur je sais pas, sur les chanteurs, les acteurs, des genres. Voilà, mais est-ce qu'il y aurait toujours, enfin est-ce que
tu penses que dans le temps, il y aurait toujours cet intérêt du public vis-à-vis du Japon. Enfin, en tout cas, le public français, lui, il a l'air d'être accroché. Ouais, parce que la génération française des 60s, eux, ils fantasmaient sur les USA. Et le mythe de la route 66, il est toujours aussi vivace aujourd'hui. Hein. Donc je pense que par rapport au Japon, puis il y aura toujours une nouvelle génération qui voudra savoir, qu'il faudra s'exprimer de manière différente qu'on avait pu parler à leurs parents. Donc je pense que par rapport au Japon, il n'y a pas de problème. Mais surtout, le Japon, ce qui est formidable, c'est que tu sens que c'est un peu... en Europe, on a le Royaume-Uni, en Angleterre. En Asie, il y a le Japon. C'est vraiment une île... Enfin, même l'Irlande. Voilà. En Irlande, ils sont tous rouquins parce que c'est une île, c'est les insulaires, ils se sont croisés, ils se sont recroisés. Au Japon, c'est les dents de Traviole, par exemple. Et il y a des rites, ils sont restés enfermés... Enfin, pendant 2 siècles, le Japon a été coupé du monde. Et donc, il y a des rites qui nous paraissent totalement absurdes et qui, pour eux, sont complètement logiques. Et inversement... eux, quand ils viennent en Europe, ils disent qu'est-ce que c'est que cette histoire. Le festival du Chinko. Voilà. Et donc, je pense que rien que pour cette incompréhension permanente, ça serait intéressant. Parce qu'on parlait de jeux télé, c'est l'exemple que je cite tout le temps. Quand nous, on fait un jeu en France, le but, c'est d'avoir un gagnant qu'on va tous féliciter. Au Japon, le but, c'est d'avoir un perdant qu'on va tous humilier. On en rit, mais rien que ça prouve qu'il y a vraiment une différence de processus de pensée au sein même de la société. On a tous vu ces émissions télé japonaises où effectivement tout le long c'est pour faire rire en fait. Ouais, chez nous le but c'est de gagner, au Japon le but c'est de ne pas perdre. Et ça prouve bien qu'il y a beaucoup de comment dire ça, d'inégalité, d'interférence, de la compréhension de différence entre les deux et c'est ça qui est génial à exploiter, puisque si c'est différent c'est qu'on connaît pas ou qu'on ne comprend pas, et donc on peut apprendre et expliquer. Et on peut encore s'étonner en fait. Ouais. Je pense que le public français, que ce soit l'ancienne ou la nouvelle génération, a un affectif pour le Japon. Mais est-ce que actuellement ce public qu'on a, qui aura, a su dépasser justement la vision du Japon à travers les animés, ou on en passera encore à travers les animés et les mangas pour aller vers le Japon, où on pourra s'y intéresser en tant que culture et intérêt. C'est une question que je me pose en ce moment, parce que je ne peux pas y répondre à l'heure actuelle. Peut-être que certains se prétendent capables, moi non. Il y a dans les années 80, dans les années 60-70, ce qui fascinait par rapport au Japon, c'était les arts martiaux, c'était le judo, l'aïkido qui venait d'arriver. Il y en a beaucoup qui sont allés pour les arts martiaux et uniquement pour ça. Bon, après, il y a eu le manga, le dessin animé. Il y en a qui vont au Japon que pour ça. Ça a été assez éphémère, mais il y a eu ça dans les années 2000, le côté loligote. Il y en a qui sont allés au Japon que pour la mode de Harajuku, que pour ça. Donc, il y en a qui iront toujours au Japon pour les jeux, pour les arts martiaux. Il y en a qui iront toujours au Japon pour les animés et mangas. Est-ce que ça restera la voie d'accès prioritaire à l'animé et le manga ? Je sais pas. Mais elle sera toujours présente, bien sûr. Ça va dépendre de l'évolution de la culture, de ce qui nous fascinera sur le pays. Là, c'est sûr qu'on a une sorte de position particulière au niveau de la France par rapport au Japon et les mangas, mais... Moi, ça, il y a 20 ans, quand je partais parce que fan d'animation, voilà. Et quand j'en suis revenu, l'objectif avait complètement changé. Enfin, la vision de la chose avait changé. Je suis d'accord que le premier voyage, si on y va en premier lieu pour un sujet particulier, moi j'y étais allée parce que pour le boulot, la première année. Et après, effectivement, tu tombes amoureux ou pas du pays, mais en général, si tu as une certaine appétence pour le Japon, c'est sûr qu'une fois que tu y es, tout d'un coup, tu te prends une grande claque dans la figure et tu te dis, mais en fait, je n'avais vu qu'un petit aspect des milliards d'aspects de ce pays. Et après, tu te dis, il faut que je vois faut que je vois Tokyo, après tu veux voir Kyoto, après tu veux voir Osaka, après tu veux voir toutes les régions, après tu veux voir le Kansai, le machin, tu veux voir les saisons différentes. Et après, en fait, ça finit jamais. Et c'est un peu comme finalement l'écriture des bouquins. Hein. C'est ça. Tu continues infiniment, quoi, je pense. Peut-être qu'un jour. Moi, c'est comme des pantoufles. Hein. T'arrives là-bas, tu t'installes vachement facilement dans la quiétude. Oui. Ça comparé c'est tout un aspect. Déjà, le simple fait de pouvoir poser son téléphone portable sur une table bar, partir 6 heures, et puis revenir, et puis il est là. Rappelons que pour
booker les tables au Starbucks, tu peux poser ton portable. Voilà, ça fonctionne. Il y a aucun souci de ce côté-là. En fait, j'ai trouvé cette métaphore à la con par rapport à une lignée japonaise. Pour moi, le Japon, c'est un peu comme une espèce de montre d'horloge. Une boîte de chocolat. À part que ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire que c'est les aiguilles qui bougent toutes seules et qui font tout tourner à l'intérieur. Donc les aiguilles, c'est le temps, c'est les saisons. Le cadran de la montre, c'est le pays en tant que tel, auquel les Japonais prennent vachement soin, puisqu'il y a les tremblements de terre, etc. Donc ils ont vraiment conscience dans quoi ils vivent. Puis à l'intérieur, il y a plein de petits rouages qui tournent les uns avec les autres, et puis s'il y en a un qui fait pas ce qu'on lui demande de faire comme il faut qu'il fasse, ça fout tout le truc en l'air. Et quand on est à Tokyo, on s'en rend vraiment compte. Et ça, j'ai pas fait en livre, parce qu'en livre, ce serait trop lourd, ce serait difficile à organiser. Mais avec Coyote, j'ai une double page à la fin de chaque numéro qui s'appelle Téléportation Japon, et dans laquelle je donne des tips et astuces pour ceux qui vont y aller, sur le karaoké. Quand on va au karaoké, il faut savoir que la première conso, on doit la payer. Elle est obligatoire, sinon on peut pas rentrer dans le karaoké. Après, si on reste une heure de plus, on n'a pas à reprendre une nouvelle conso avec l'heure qu'on avait à payer, mais la première conso, c'est obligatoire. Des trucs comme ça, tous les Japonais le savent. Quand nous on arrive, les on premières te dit fois, pas forcément. Ou le forfait dans les bars, ouais. quand on va boire un verre le soir, il faut savoir qu'il y a souvent un prix d'entrée. Alors maintenant ils sont un peu préparés, parce que du coup quand on rentre et qu'ils voient que c'est des étrangers, ils nous disent d'avance par un petit panneau, au fait t'auras 10 € d'entrée hors conso par personne. C'est sûr que ça fait monter un tout petit peu le prix quand même. Ça dépend combien de temps tu restes, mais si tu veux juste boire une bière, effectivement, ça peut faire cher la bière. Mais comme et moi, donc on a des potes communs qui vivent là-bas. Effectivement, quand t'es avec des gars qui sont habitués, il y a pas de problème pour toi. Ça peut dans tes pantoufles. Mais c'est vrai que si t'arrives en tant que Français touriste, c'est pas la même. Ça c'est le genre de choses que j'ai envie de faire. Alors pas en bouquin, mais donc voilà, ponctuellement toujours rappeler. Ah bah tiens, il y a ça. C'est super difficile d'accès le Japon. Faut tenir sa gauche dans l'escalator. Sauf si t'es à Osaka, où faut tenir sa droite. Après, c'est le genre d'anecdote, je trouve que t'as pas mal réussi à glisser dans une année japonaise par le biais de certains événements ou certaines habitudes annuelles. T'arrives quand même à glisser des petits fonctionnements différents, et c'est ce que j'ai trouvé assez riche dans le livre, c'est que t'ouvres une page et en fait t'as à la fois des informations principales sur justement les Matsuri ou des choses comme ça, mais dedans tu as sous-glissé une information sur la façon de s'habiller, sur un processus social, sur la façon dont les gens vont se placer par rapport à, je sais pas, enfin plein de choses comme ça. Et du coup c'est vrai que c'est ce qui rend le truc particulièrement riche et particulièrement intéressant pour les gens qui envisagent un voyage, mais même je trouve aussi pour quelqu'un qui se contente pour l'instant de lire un manga, il va voir des échos à plein de choses qu'il a vues auparavant dans les livres et dans les mangas, et il va se dire qui sont pas expliqués parce que c'est naturel pour un japonais. Voilà, et là c'est pris un petit peu plus en détail sans y passer des pages et des pages sur je sais pas la cérémonie d'entrée ou quoi, mais on va quand même te repositionner ça dans le contexte culturel, et du coup ça va faire un petit déclic. C'est disons un équivalent démultiplié des pages de glossaire qu'il y avait au début des mangas à une certaine époque et qu'on peut des trucs tout bêtes, par exemple, pourquoi les Japonais ont une taille minimum de plus sur leurs chaussures? Pourquoi ils flottent tout le temps dans leurs pompes? Ça pas pouvoir les enlever tout le temps, parce qu'il faut les enlever tout le temps. Voilà, et les gens, nous en tant qu'occidentaux, on arrive, putain, mais ils nagent dans leurs pompes, pourquoi? J'avais pas remarqué. Mais va dans un restaurant où où il faut retirer ses pompes sans arrêt, c'est relou. Tu parles à quelqu'un qui est parti au Japon avec des chaussures à lacets, s'il te plaît. Écoute, moi je suis parti là, le dernier voyage, c'était un voyage familial, donc j'ai pu, à travers les yeux de quelqu'un qui a 70 ans, premier voyage au Japon, voir plein de choses que je ne voyais plus. Donc ça a été des plutôt trucs évidents, des trucs cool et d'autres moins, et effectivement ça par exemple pour quelqu'un qui apprécie le café, le Japon n'est vraiment pas la région du café. C'est-à-dire qu'en fait moi j'aime pas ça, donc ça me va. Non mais voilà, moi j'aime pas ça, mais par exemple les alcools en général. Non mais un café, non mais on dit que le café américain c'est de l'eau posée 6 fois et réchauffée. Là-bas ça a même pas le goût d'un café américain, donc j'ai dû faire à peu près 10 magasins pour trouver le sachet du torréfacteur brésilien 100% arabica. Je peux vous dire que c'était une aventure, mais voilà. Mathieu n'est pas d'accord sur l'alcool, mais j'essaie de comprendre aussi. Il y a énormément de choses en alcool. Non, alors attendez. L'alcool de patate, qu'est-ce que tu racontes ? Il n'y a pas de vin rouge. Pas les alcools japonais qui sont délicieux, ça j'ai pas de souci. Mais si vous essayez de boire du whisky, du vin, ils ont des super whisky. Même les bières. Mais non, à Shinjuku, qu'est-ce que tu racontes ? C'est un whisky délicieux. Mais oui, ils sont au top du whisky. Je n'aime pas le whisky. Alors non, pardon. Mais j'en connais plein qui sont amateurs de whisky qui tueraient pour autant certains pour moi, whisky je te parle japonais. les fameux highball.
pas le whisky pur. Ah oui, mais le highball, c'est pas du whisky. Ah, non, c'est non, du alors, highball. vieux d'accord. mélange. Donc, ils ont des créations un peu comme ça. Tu leur demandes un whisky, ils te sortent le highball en général. Je dis, non, je voulais le classique. Ou là, je suis d'accord, ils ont d'excellentes bouteilles qui sont vendues à Paris. C'est comme tu demandes un Canada Dry, ils te servent un ginger ale. Comment ça se passe? Parce que connais pas le highball, en fait, c'est du whisky dans de. Je sais pas, comme Non, j'aime pas le de trucs whisky, mélangés. je bois pas, donc, Bon, ils mettent c'est des varié. bouts de glace dans le coca, donc à partir de là, tout est possible, hein, je veux dire. C'est pas faux. Et donc, oui, enfin, Mais, À colle de patate. mais c'est vrai que, enfin, c'est très amusant parce que c'est beaucoup de points et puis qu'on n'avait pas forcément relié soi-même Tout à fait. et que je m'efforce justement de montrer les corrélations entre les informations que les fans de manga peuvent déjà posséder. Mais je pense par exemple au jour du changement de costume, j'avais jamais forcément analysé qu'il y avait un jour précis. Enfin, j'ai l'impression qu'il y avait un rituel, mais pas que c'était un jour dans le calendrier qui bougeait jamais. C'est vraiment très marqué. C'était Alors, pas genre ça la peut météo. ça bon, peut varier un aujourd'hui, petit peu entre oui. Okinawa et Hokkaido, ils vont changer un C'est peu ça, parce c'est que ce qui c'est est pas expliqué. le même climat. Mais un truc tout bête, par exemple, que j'ai pas mis dans le bouquin parce que sur le moment j'avais absolument pas constaté. Là, sur mon dernier voyage en mars-avril dernier, je discutais avec une amie française qui vit au Japon. C'est une Française avec une morphologie française et elle expliquait ses différents problèmes pour pouvoir s'habiller. Et notamment sur le fait que les tenues décolletées au Japon, il y en a pas. Non. Autant les japonaises vont tout le temps avoir des jupes très courtes, Ah bon? autant dès qu'il s'agit d'être un peu échancré au niveau des épaules, non, c'est tendu. elles ont un sous, un truc en dentelle en dessous systématiquement. Voilà. Un débardeur. Ouais, une sorte d'œuf, et en fait, la dentelle remonte. Généralement, d'accord. Ouais. Et j'avais pas particulièrement fait attention à cette particularité vestimentaire des femmes japonaises. Pendant tout le voyage, je me suis amusé et je fais ah ouais, effectivement. Et là d'un coup, je ping, on comprend nettement mieux l'importance du fameux voyage scolaire ou du voyage d'été dans tous les mangas shonen, parce que les filles, elles vont arriver en maillot de bain. Oui, la différence. Le bikini, ou même le maillot de bain, une pièce, mais waouh, du décolleté. Et j'avais, sur le coup, je ne comprenais pas. Il y a encore quelques mois, je comprenais pas pourquoi. Bon, bah oui, les mecs, ils vont avoir des filles en maillot de bain, bien sûr, ils sont tout fous, ça c'est normal. C'est valable pour la France aussi. Mais pourquoi toujours cette scène-là, ce passage-là, pourquoi systématiquement Le maillot. Et bon sang, mais c'est bien sûr, parce que. Il y a ça, et la tenue de ville aussi, un petit peu. Parce que dès qu'il s'agit d'un peu un décolleté ou quoi que ce soit, il y en a pas, ils ont pas de quoi se rincer l'œil à longueur de journée, donc là ils sont comme des fous. C'est vrai que. Ah bah ouais. Et il y a encore plein d'autres codes dans les mangas comme ça qu'on retrouve par rapport au quotidien japonais. C'est toujours un passage d'adaptation pas facile où ils sont à un rendez-vous en dehors de l'école et que c'est genre elle est en tenue normale. Oui, enfin. Ah oui, c'est vrai que pour eux, c'est un peu. Pour eux, c'est change un énormément. événement en quelque sorte. C'est le moment où tu te vois en dehors. Ça marque le côté en dehors de l'école, quoi. Ah mais il y a rien de plus amusant que de voir à la sortie d'un lycée, dès qu'elles ont franchi la grille, les lycéennes qui font 2-3 pas chassés pour être du côté du muret où on ne voit pas, et hop, elles tombent 3 fois la ceinture de la jupe pour la remonter pour qu'elles arrivent quasiment à la culotte, parce que sinon elles se faisaient engueuler dans le corps. Et hop, elles repartent avec juste la même jupe de lycéenne, mais elles l'ont remontée de 15 à 20 cm. Tout va bien. Petite question par rapport à tout à l'heure, tu parlais d'un futur projet éventuel. Ouais. Au fait, il te faut combien de temps pour préparer parce que là, par exemple, on parle de plein d'anecdotes, on pourrait encore en continuer. Pas de quoi pondre un livre en une semaine non plus. Pour appâter. Mais par exemple, une année japonaise, il t'a fallu combien de temps à peu près pour le faire, et sinon, dans tes prochains projets, c'est combien de temps? Alors, une année japonaise, je crois qu'il a pris en tout 10 mois. Ah oui, quand même. Dis-moi, je suis plutôt en mode c'est tout. Mais après, c'est en vrai, c'est beaucoup de choses que tu as déjà emmagasinées avant. Il est sorti en avril. Non, il a pris moins que ça. J'ai commencé la rédaction en juin-juillet. Donc, j'ai rédigé de juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai rédigé pendant 5 à 6 mois. Et puis après, ça a été de la maquette et toute la mise en place, puis la distribution. Donc on a parlé tout à l'heure du mode de financement. On est d'accord que c'est ce que tu expliquais, c'est d'abord on te donne une somme que l'éditeur te paye d'avance, et après quand le livre sort, donc on a effectivement cet effet de si tu atteins la somme, le surplus te revient, et puis s'il y a pas plus, c'est la charge de l'éditeur après de te relancer après pour te dire on va sortir un autre livre. Alors on va donner des exemples. Alors c'est pas du tout les bonnes valeurs, mais comme ça permettra aux gens de comprendre. À supposer qu'on me dit tiens, on te donne 1 000 euros pour bosser sur le bouquin, donc voilà, j'ai touché 1 000 euros, et que je touche 1 euro par bouquin. Si l'éditeur vend 800 bouquins, je garderai 1 000 euros. Si on en vend 1 500,
l'éditeur me donne 500 € supplémentaires. Et alors, c'est pour expliquer un petit peu on va dire le mode de vie d'un journaliste sur ses revenus. Ça veut dire que, mettons qu'il t'ait donné, j'en sais rien, 5 000 €, tu dois tenir 10 mois avec 5 000 € et tu ne verras pas la couleur d'autre argent tant que le bouquin n'est pas sorti. 12 mois, 1 an, Voilà, il me donne... c'est même plus que 12, c'est même plus que 10 mois ou 12 mois. Ce livre-là est sorti en avril 2017, donc on va attendre avril 2018 pour connaître les résultats de vente. Ah oui, donc après il y a encore C'est seulement là qu'on saura le nombre d'exemplaires vendus, c'est seulement là qu'on saura la somme qui m'est due. Bah, en vrai, on connaît le nombre de livres qui est vendu chaque semaine, mais c'est plutôt que toi, on va te le facturer que dans un an. Ouais. Et s'ils vendent tout, ils attendent quand même un an ou ils se disent c'est bon, on a tout vendu, donc on peut tout de suite te dire. On réimprime. Ouais, vous réimprimez. Ah bah oui, là par exemple, c'est le cas de Une année japonaise qui va être réimprimé puisque tout est parti. Tout est parti parce que. Et Ghibli aussi, je crois. Aussi, ouais. Réimpression en juillet. Aussi. Donc c'est une bonne nouvelle parce qu'effectivement on en parlait dans l'émission du dernier mangaka Somake, comme quoi le Ghibli était très difficile à trouver, qu'il fallait absolument se jeter dessus. Moi, j'avais vu à la Fnac des gens qui le vendaient en occasion, donc à je sais plus à 200 €. À la Fnac, il y a de l'occasion sur le site. Sur le site. D'accord, pardon. Oui, c'est les spéculateurs. Oui, voilà, c'est ça. Oui, il y a des librairies qui l'ont encore en rayon à un prix normal. Et c'est ce que j'avais dit, de surtout ne pas le prendre à ce prix-là, et que par contre je ne savais pas s'il pouvait être réédité parce que figure-toi que je pensais que ce genre de livre était quand même assez rarement réédité. Non, ils seront réédités et pour l'année japonaise et pour les artisans du rêve de Ghibli. Qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai perdu le fil par rapport à ça. Ah oui, la réimpression. C'était sur le montant après la rémunération. Tout simplement parce que j'ai de très très bonnes attachés de presse qui ont fait un super boulot. Et quand je suis rentré du Japon, le livre est juste de sortir. Je suis passé sur Télématin et dans une émission du soir d'RTL. Oui, j'ai vu RTL. Et comme quoi les grands médias, on sent la différence. On sent clairement la différence. Mais surtout, ça prouve que le Japon fascine toujours autant et fascine un large public. Fascine un large public. Et je crois que ça y est, c'est fini le temps des rires et des chants. Non, mais Japon égale manga, anime fan, otaku. Des reportages à la con, enquête exclusive. Non, ça par contre, j'y crois tout. Ouais, ça reviendra. Ça existera malheureusement. Japon extrême. Ouais, mais bien sûr, mais ça existera, mais il y aura aussi toujours les trucs sur le fan de tuning et compagnie. Oui, c'est vrai. Parce que le dernier que j'ai vu, c'était sur les poupées japonaises là. Regardez, se marie avec sa poupée. Ah oui. Ce sera sur le cosplay, ce sera sur le grandeur nature, des Français et chanteurs à Tokyo. Ouais, des pratiques un petit peu. Ils chantent des génériques d'anime. Pour ce qui est du Japon en tant que tel, ça y est, les médias ont compris que les Français en ont marre qu'on se foute de la gueule du Japon et des personnes qui sont fans du Japon. Ils veulent en savoir plus dessus. Et quand il y a ce genre d'ouvrage qui sort, effectivement, t'as la presse généraliste qui est très demandeuse parce que on peut enfin parler du Japon de manière différente, normale pour des personnes normales, parce que il y a pas que des idols qui chantent avec une voix sur aiguë, il y a pas que des maids qui te vendent des jeux vidéo pédophiles dans les Akihabara au Japon. Il n'y a pas que France 1 qui fasse des vrais reportages intéressants sur le pays. Je pense notamment à Une forêt éternelle. Alors je sais pas si vous l'avez vu ce reportage parce qu'il date maintenant de peut-être 2-3 ans sur une petite vieille qui doit avoir 80 ans et qui entretient une forêt éternelle au Japon. Et ce reportage, moi, quand je l'ai vu, j'ai fait bouffé de vraiment de se dire le Japon c'est aussi ça, et c'est pas que effectivement montrer le côté marketing bling bling, idol, gros seins ou même phénomène de société actuelle du Japon, quoi que ce soit. Non, mais s'intéresser au Japon en tant que tel, c'est... Et pas que Fukushima aussi, tant qu'à faire. Certains m'avaient fait un reproche par rapport à 108 étoiles, alors je comprends tout à fait, c'était un peu justifié, sur le principe du fait que je n'abordais pas les figures historiques. C'était impossible pour moi, parce que dans 108 étoiles, dans chaque catégorie, je dois aborder une douzaine, 15, 16 grand maximum personnes dans chaque catégorie. Essayer de résumer le Japon avec des personnages historiques, ça donnait forcément une connotation même politique, et c'était quelque chose de très très difficile. Mais ne serait-ce que la simple histoire du Japon à survoler, c'est passionnant et ça explique beaucoup de choses. L'isolation de 2 siècles avant l'ouverture
au monde extérieur, c'est très 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 marquant. D'ailleurs, on a noté tout à l'heure que c'était des livres très très graphiques. Ouais, du coup, les photos qui sont dedans, je me demandais d'où elles venaient en général. Parce que j'ai vu des mentions un peu mystiques à base de 2 lettres et. Ah, mais DR, tu connais pas DR? Bah, il y en a une particulièrement où je me suis dit, on dirait un peu du stock photo, mais il y en avait juste une qui était sur fond blanc et un peu. Mais en règle générale, j'ai vu aussi une photo qui venait du site de tourisme principal, enfin officiel. Alors DR, c'est Dominique Rachiton. Non, en fait, DR, ça veut dire droit réservé. Ah oui. Tout s'explique. Il y a plusieurs catégories. Il y a des photos que nous avons récupérées d'Internet, beaucoup. Soit nous avions les crédits, par exemple sur Japan Times, on a le crédit photo du photographe ou de l'agence de presse. On se faisait un plaisir de le rajouter. Quand on l'avait pas, on utilise le fameux DR. Et sinon, donc sur le site de JNTO, l'Office du tourisme national japonais, il y a toute une banque de données d'images qui est disponible à volonté pour qui veut s'en servir pour promouvoir le Japon. Ça, c'est sympa. Je pense que cet ouvrage promeut le Japon. Je pense que tu as raison. Je pense que c'est le cas. Je suis d'accord avec toi. Nous avons donc pioché dans la base de données qui nous était autorisée et qui nous permet d'avoir de l'icono de qualité. Puis il y a aussi quelques photos perso ici qui traînent là ou là, mais il n'y en a pas 12 000 non plus. D'accord. Tu ne t'es pas rapproché de photographes français très connus comme, je pense à... Alors attention, Iseki Nicho, qui sortent effectivement aussi des livres publiés reportages sur le Japon, mais du coup là uniquement photographie, qui font un travail d'ailleurs que j'apprécie beaucoup. J'y ai pensé parce qu'effectivement, tu vois, une année japonaise, typiquement eux qui avaient beaucoup fait sur les singes, sur l'hiver, etc. Je me suis dit, vous auriez pu rentrer en contact. Alors non, sur le coup, effectivement, ça aurait pu être possible. C'était plus simple comme ça. Oui, effectivement, là, pour le coup, je suis tout à fait d'accord. Vraiment, surtout que... En plus, j'ai vraiment eu de la chance parce que je savais ce que je voulais. Comme visuel. J'en ai récupéré beaucoup moi-même d'ailleurs, mais surtout je travaillais avec une équipe qui allait au-delà de mes attentes. Ce que j'envisageais pour la couverture, j'avais cette idée du Mont Fuji avec les 4 saisons, mais je le voyais dans un style graphique très simple qui soit cohérent avec ça. Un peu graphique vectoriel pour décrire. On met donc 4 zones bien délimitées graphiquement, une qui soit bleu pour le printemps, jaune pour l'été, rouge pour l'automne, vert pour le printemps, jaune pour l'été, rouge pour l'automne, bleu pour l'hiver, des couleurs bien flashy, et juste un trait blanc qui faisait le Mont Fuji derrière. D'accord. Et puis là, ils m'ont proposé ça, et je fais, mais c'est tellement 10 000 fois mieux que ce que je pouvais imaginer. Et c'est le cas pour le contenu, enfin pour la maquette intérieure. J'ai vraiment été mais plus que ravi par les suggestions qu'ils m'ont faites et qui étaient qui ont permis au livre d'être encore bien meilleur que ce que je pouvais imaginer. C'est un studio indépendant ou c'est quelqu'un qui s'est recommandé? C'est chez Inis, ça se fait en interne. D'accord, ils sont juste des personnes compétentes. Il me semble que le maquettiste est celui d'Animeland, non? Eh bien, Animeland est une société de presse qui appartient à un certain Cédric Littardi. Je me doutais qu'il y avait un lien, mais du coup, je savais pas. D'ailleurs, il y a une des illustrations qui a servi au dernier Japan Lifestyle, enfin une des photos qui est devant Mont Fuji. C'est fort probable. C'est fort probable. Je lis aussi. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien puisque c'est marqué Japan Lifestyle en bas. Oui, voilà. Tu veux dire qu'il y aurait un cause à effet des rapports? Ça veut dire qu'il y aurait de la cohérence dans les propos que tu tiens depuis une heure dans le micro. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il est fou. Donc du coup, la colle de patate. La colle de patate. Non mais, alors en plus je suis vraiment pas fan de la colle de patate. Comment on est arrivé là? Mais du coup, très brève parenthèse, par rapport à tout ce qui pouvait être justement guide du routard et compagnie, on trouvera pas le Golden Guy qui sera cité dans une année japonaise. On trouvera pas la Tokyo Skytree. Enfin là, je parle encore que les trucs à Tokyo. Ouais. D'ailleurs, donc c'est pour ça que vraiment c'est pas un guide de tourisme tout seul, parce que les immanquables et les incontournables, ils y sont pas forcément. D'ailleurs, c'est ça qui est agréable. C'est pas mon but. C'est qu'on passe au-delà. D'ailleurs, Golden Guy est un quartier très typique de Shinjuku et qui a failli finir rasé à la demande des Japonais, enfin en tout cas du gouvernement pour les futurs Jeux Olympiques. Et en fait, un bouclier s'est levé
bizarrement, mais pas des Japonais, parce qu'ils se sont dit, les gaijin qui vont venir, ils veulent du neuf, ça claque. Puis en fin de compte, c'est les blancs. Enfin, fait, non, mais Golden Guy, il faut qu'il reste comme il est, quoi. C'est typique. Nous on kiffe le Golden Guy. Voilà, tu laisses comme il est, toi pas touché, nous contents. Donc, quand vous irez à Tokyo, je vous le souhaite, allez à Shinjuku, le meilleur moment de la journée, justement, ce n'est pas la journée, vous y allez le soir et vous découvrirez un nouveau monde de pleine de lumière, de senteur et de goût. Et surtout de promiscuité. Voilà. Et de rabatteur. Parce que par ça, pour la promiscuité, il y a de la promiscuité au Golden Guy. On peut pas faire autrement. Alors, on a parlé d'ailleurs, vu qu'on parle beaucoup au Japon, aller au Japon. Moi, à mon époque, c'était 1500 € le billet. Aujourd'hui, on en trouve à 500 €. Ouais. Pour des périodes tout à fait respectables, dans des conditions tout à fait correctes. Effectivement, c'est pas une question aussi un petit peu de revoir ses priorités, mais le voyage au Japon est accessible. Alors bien sûr, si vous travaillez, ça aide dans les finances. Évidemment. On va pas se mentir. Mais après, en bossant bien l'été ou quoi, c'est ça. en vrai. Moi, je vous donne une idée de budget pour 15 jours. Je parle pas de moi, je parle de quelqu'un qui a été justement en avril. C'était son premier voyage. Il avait plein d'a priori. Donc, il a payé son billet d'avion. Son billet d'avion, il l'a payé 500 et des brouettes. Un peu avant 600 €. Et avec ce qu'il a pris comme argent de poche, il en a eu pour hors billet d'avion 1500 €. Oui, c'est ça. C'est 2000. En incluant le billet, on monte à 2000. Quoi. Voilà. Ouais. Et vraiment, 2000 €, moi je trouve que c'est pour 15 jours, on est bien d'accord. Pour 15 jours 15-17 jours. Ouais, c'est voilà. ça. C'est ce que j'ai fait aussi. C'est ça. Vraiment, c'est exactement Alors, ça. Je vais pas mentir, moi, avec 2000 €, t'as un peu d'argent de poche, mais enfin, c'est pas folichon. Oui. Et tu manges pas dans les. Tu Non, manges. mais Parce que ça, c'est bien, c'est qu'au Japon, on peut manger pour 5 €. Ouais. T'as un très bon repas à 5 € par repas. Alors, il y a un truc qui s'appelle les 100 yen shop. Ouais, aussi. Donc, vous pouvez acheter de la bouffe. Bon, après, il y a un niveau de tolérance. Mais je l'ai fait assez souvent. Non, mais pas fait. même les bento de combini, je crois qu'on peut C'est descendre en vrai, et dessous. c'est un point et qui est justement est très très marquant. Comme je vais souvent au Japon, je vois souvent les mêmes personnes japonaises, parfois copains, parfois amis, qui se font toujours un plaisir de t'inviter à bouffer, puisque au Japon, manger, c'est vraiment pas ça qui va vous coûter cher. Ça sera vraiment l'hôtel et le logement. Et encore, le logement, vous pouvez trouver des auberges de jeunesse Oui, il y a moyen. redoutables. Genre, il y a du côté de Sanya, près de Sakusa, c'est 3000 ou 3500 yens la nuit, c'est-à-dire 25 €. Et c'est propre. Et c'est propre. Et c'est propre. Mais donc, par contre, quand eux viennent en France et qu'on veut les inviter au restaurant, mais là, on tire la gueule. Hein. C'est grave. Un petit coup de pression. Pour le prix d'un repas. Mais moi, au Japon, je suis un seigneur de guerre. Hein. J'invite 10 personnes à table. Je fais, allez-y, faites-vous plaisir, les gars. L'alcool et le mieux, c'est ceux où tu mets comment on appelle ça, les trucs à volonté là. Au Myodai. Ça marche vachement bien. Ça. Ah bah, allez-y, faites-vous plaisir, voilà. je rince. Donc, revoyez le budget pour un voyage au Japon. Voilà. Encore une fois, ça reste relativement accessible, en tout cas bien plus accessible qu'à une certaine époque. Et surtout, n'ayez pas peur. Allez-y, ils vous accueilleront. Même si vous parlez pas la langue, c'est pas le problème. On s'en fout. Vous y arriverez quand même. Voilà. Arrêtez avec cette barrière. On y arrive très bien sans. Je l'ai testé pour. Et pour les plus fauchés d'entre vous, il y a un gros avantage par rapport au Japon, c'est que c'est vraiment le pays de l'argent liquide. La carte bleue, les chèques. C'est quoi C'est quoi ce particule La carte bleue, vous pourrez trouver des distributeurs dans les postes et les combini, et 7-Eleven. Ouais. Et c'est tout. Et donc vous aurez surtout du liquide. Et si vous partez, que vous faites votre change avant, que vous avez votre somme sur vous, c'est très très pratique pour vraiment avoir toujours votre budget estimé et pas faire de folie. Moi j'ai vu dans l'auberge de jeunesse où je réside quand je vais à Tokyo, parce que c'est pas cher, donc je garde ce bon plan. J'ai vu des petits jeunes avec le sac à dos à la table en train de compter même leur pièce de 1 yen pour savoir quel était le budget exact qu'ils avaient. Et en serrant la ceinture, on peut toujours trouver des trucs à pas cher à Tokyo. Il y a toujours moyen de Tokyo. Au Japon, il y a toujours moyen de se débrouiller. Les gens connaissent surtout, par exemple, pour les transports, le JR Pass qui te permet d'aller en Shinkansen à Kyoto. Il y a aussi un réseau de bus de nuit qui est moins cher, moins confortable, plus long, mais qui est vraiment moins cher. On arrive à des trajets à, je dirais, 30 € peut-être pour aller à Kyoto et du coup, il y a des choses plus accessibles. Il faut un peu fouiner sur, mais même des sites anglophones
anglophones ou francophones de voyage peuvent permettre de trouver les infos nécessaires pour réserver ça. On tient le titre de ton prochain livre, Newbie au Japon, où tu donneras vraiment le b.a.-ba de dormir dans les mangas cafés. Des gros clichés de vous voulez aller au Japon et vous savez. C'est ce que je fais dans Téléportation au Japon. Peut-être qu'un jour je saurai comment le transposer en livre, parce que tout à l'heure vous le disiez, les livres sont graphiques, mais la maquette a tout le temps été pensée aussi en amont. Une année japonaise, on est vraiment c'est ce côté double page de pouvoir suivre en parallèle sur la page de gauche l'histoire du Japon, sur la page de droite l'histoire du manga. Beaucoup de lecteurs m'ont vraiment fait comprendre que c'était une idée qui servait énormément le propos. Sur 108 étoiles du Japon, c'est pareil, c'est une page, une personnalité. De temps en temps, il y a une illustration pleine page pour pouvoir aérer un petit peu, mais parce que... Et pareil, une année japonaise, il y a systématiquement le calendrier qui récapitule toutes les dates au début de la partie sur le mois. Et ensuite une carte pour pouvoir indiquer où ça se place, parce que selon la partie du Japon dans laquelle des gens vont éventuellement voyager, ils sauront ce qu'ils peuvent trouver. Selon le mois auquel ils partent, ils pourront trouver. Donc à chaque fois, il y a vraiment Internet, c'est chouette, c'est vraiment, les vidéos, c'est super cool. Mais le livre reste encore un support qui a énormément de possibilités. Et si on sait les exploiter un tant soit peu, ça fait des trucs super qu'on pourra pas remplacer par Internet. Et donc l'avantage, c'est que Internet, le problème, c'est que c'est intemporel, c'est-à-dire qu'on peut se trouver sur une page qui date de 2003, 2004. Oui, en plus. Donc les infos sont un petit peu obsolètes. On peut avoir le problème aussi de tomber sur des informations qui ne sont pas forcément fiables. Alors là, je suis désolée, mais le fait que ce soit imprimé, édité, tu te doutes que le type, enfin toi en l'occurrence, a un peu cherché ces informations, et donc c'est fiable, c'est écrit, complètement on peut. Donc mais d'ailleurs c'est pour ça que quand on part au Japon, on achète des bouquins de tourisme. C'est parce que on a besoin justement de ce côté professionnel et de se dire, ok, ça a été fait dans ce but précis. Et encore une fois, sur Internet, on peut effectivement, ça peut être un peu hasardeux parfois, même si je suis d'accord qu'il y a des sites officiels sur lesquels on peut largement se référer, ou des sites ou des youtubeurs d'ailleurs qui sont bien ancrés dans ce sujet-là et qu'on peut leur faire confiance. Ou alors tu as le côté aussi, tu t'informes avant de partir sur un endroit, genre je prends la Tokyo Skytree où tu as le site en anglais, tout est bien, et alors tu veux réserver pour monter à l'étage supérieur de nuit. Eh ben là, le site n'est plus du tout en anglais. C'est là, ça c'est un grand classique. Ça c'est. Et alors dis-moi pourquoi t'as fait qu'une moitié du site alors que peut-être cette partie-là qui m'intéressait. Ou alors tu veux te balader le long du fleuve dans Tokyo. Eh ben le site il t'accueille en anglais et puis là d'un coup tout en japonais. Mais pourtant c'est le même bateau. Qu'est-ce qui se passe? Donc voilà. Donc ce type de bouquin, en tout cas les bouquins que Mathieu écrit, te renseignent plus. Et te mettre plus à l'aise quand tu arrives devant tout ça, quoi. Tu sais, t'es tranquille. Est-ce qu'on peut venir poser des questions à Mathieu Pinon sur Twitter pour bien sûr. Sur le voyage. Oui, vous pouvez. Ton Twitter est facile à trouver puisque si on cherche Mathieu Pinon on trouve, mais sinon ton arrobase n'est pas le plus simple du monde. C'est _NDJ_ et NDJ comme nain de jardin. Donc c'est très facile pour trouver. Voilà. Il a même créé une page Facebook Pro maintenant. Ouais, j'ai même une page Facebook Pro. Et je galère avec ça, mais oui, j'ai même ouvert une page pro parce qu'il faut pour faire. Ouais. Et qui s'appelle Mathieu Pinon. Tout simplement. Il est fou, il n'a pas mis nain de jardin ce coup-ci. Mais bien si sûr, vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser sur le site. On se fera un plaisir de lui montrer. Tiens, regarde, il y a des gens qui te posent des questions. Voilà, vous voulez aller demander à Mangacast. Et je me fais généralement un plaisir d'y répondre, pour peu qu'elle soit un tant soit peu sensée, parce que. Et bien écrite. Est-ce qu'on a le droit de demander comment gagner chez Harry? En commençant par s'inscrire au casting. C'est un bon début. T'es bonne en string. Oh. C'est parce que t'avais pas fait de... La question était donc posée à Mathieu, je précise pour les auditeurs. On a dit que ce qui se passait à Kabukicho restait à Kabukicho. Je pense qu'on va s'arrêter là si ce genre de blague commence à fuser. Je ne dis rien. On remercie donc Mathieu Pinon encore une fois d'être venu nous parler de ses publications et de ses voyages au Japon. Merci pour l'accueil. On remercie nos sponsors. Donc là où nous sommes aujourd'hui. Les partenaires peut-être. Ouais, partenaires, sponsors, c'est pareil. Non. Tu sponsors le lieu. Non, je parle pas. Non, je partenaire. Bon, alors nos partenaires particulier. Je te
désolée, c'est à la fin de l'émission, là, ça y est, on se lâche. C'est Ayaku Shop, 4 rue Dante. Nous nous trouvons actuellement pour l'enregistrement dans lequel vous pourrez retrouver les livres d'ailleurs de Mathieu Pinon. Et bien d'autres merveilles. Et bien d'autres choses. Et même ceux qui sont épuisés, parce que nous, on en a pris des stocks de ouf. Donc, ils sont toujours à prix normal. D'ailleurs, je vois là-bas qu'il reste des Ghibli. Mais oui, on a pris un stock de ouf. Mais oui, je vois ça, mais t'as eu raison parce qu'il est magnifique. Et il t'en reste combien ? Oh, plus beaucoup, 4. Ouais, là-bas, 4. Si vous voulez Ouais. courir pour aller Et des prendre. années japonaises ? Bah là, il en reste. Bah non, ils ont tout pris, donc j'ai Voilà. recommandé. Oui, il en restait plus que 2, donc voilà, ça c'est fait. Nous remercions également notre partenaire Manga Mag qui chronique effectivement également toutes ces publications. Mangamag.fr de notre cher Kobo adoré, aimé, que nous saluons aujourd'hui. Et on va se quitter sur un choix de Mathieu. Ouais. Explique-nous. Dis-nous tout. Alors, C'est quoi cette musique ? Alors c'est un morceau de Shinaringo, parce que j'adore Shinaringo. Je travaille aussi dans la musique. Enfin, je peux également parler de musique japonaise parmi toute la pop culture. Et je dois reconnaître que autant il y a beaucoup de groupes que je dois écouter parce que c'est japonais et que c'est pour le travail, autant elle, ça a été la révélation. Voilà, elle est formidable. Et c'est un morceau qu'elle a sorti il y a 2 ou 3 ans et qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, Iroha ni Hoheto. C'est bon. Et, Nous, on l'avait sous les yeux écrit, mais pas lui. Hein. et en fait, le titre en lui-même est très intéressant. Et donc, c'était par rapport à une année japonaise pour finir sur cette petite touche. C'est un poème qui a été écrit il y a au 9e siècle, je crois. Il y a bien longtemps, et qui est écrit avec tous les hiragana. Donc tous les hiragana apparaissent une et unique fois dans ce poème, donc ça constitue quelque chose. Et donc du coup, ça sert encore au Japon pour numéroter l'alphabet, c'est-à-dire que le I, puisque le titre c'est donc Iroha, le I c'est le premier, le Lo c'est le deuxième, le Ha c'est le troisième, et même encore il y a certains trains, la première classe ça sera le Hi, la deuxième classe ça sera le Ho, la troisième classe ça sera le La, et nous les notes on les appelle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, les Américains ils appellent en partant du La A, B, C, D, et ben les Japonais eux partent du La et les appellent I, Lo, Ha, To, etc. Ah, c'est pas mal ça. Ouais, Voilà. Là, Encore une anecdote. Encore un truc qu'on a su. Bon, par contre, les gens qui vont nous écouter sur YouTube, ils vont nous excuser parce qu'on n'a pas le droit de passer de la musique sur YouTube. Donc, si vous voulez écouter donc le morceau de musique que nous allons écouter et pour conclure, vous le retrouverez sur la version MP3 podcast sur nos différentes plateformes, iTunes, sur le site même de mangacast.fr, aussi Bad Geek. Exactement. N'oublions pas Bad Geek qui nous diffuse. Donc, et puis toutes les autres plateformes qui sont partenaires, qu'on ne cite pas parce qu'elles sont nombreuses. Voilà. Et n'oubliez pas le 3615 Mangacast. Ouais, on l'a de nouveau mis en activité parce que ça manquait. Voilà. Faut brancher Vous avez un vos Minitel. Minitel, ouais. On arrive. Bon, on vous laisse. À très bientôt. Merci encore. Beaucoup. On vous fait des bisous. À plus. Ciao.